pour essayer d'implémenter la GDPR ou RGPD. C'est normalement une présentation que je fais avec... Oh, c'est forcément... Bon, on va le faire. Ah d'accord, il veut pas. Excusez-moi, petit problème technique. Hop, on est reparti. Vous êtes prêts, tout va bien. Vous inquiétez pas, il ne s'est rien passé. C'est magique. Tac, tac. Voilà. Normalement, c'est une présentation que je fais avec mon comparse Olaf, qu'on appelle Jérôme, nous, en interne, mais voilà. Malheureusement, il est retenu chez lui dans sa contrée froide de Montpellier. Il n'a pas voulu monter voir le beau temps normand, je ne comprends pas pourquoi. Non, il est bloqué pour d'autres raisons, mais c'est quelque chose qu'on fait à deux habituellement. Et on fait partie d'une équipe chez Sagi qui est l'équipe Reine des Neiges. Pourquoi? Parce qu'on délivre et on libère la donnée. Voilà. Donc Sagi, je ne vais pas rentrer dans le détail pour l'instant. Sachez juste que c'est une plateforme Big Data prête à l'emploi. Et on va en parler un petit peu plus après, notamment pour parler du cas de figure qui nous intéresse. Qui connaît la RGPD? Ouais. Donc vous en avez entendu parler, très bien. Qui a commencé à travailler, à implémenter ce qu'il fallait pour être conforme Ah ouais, déjà, il y a vachement moins de monde. Hein. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. On va en parler après. Vous allez voir, on est large. Donc, moi, je vais souvent dire GDPR parce qu'on utilise le terme anglais au travail et c'est juste une habitude de langage, donc vous inquiétez pas. Ça correspond donc, la RGPD, au Règlement général sur la protection des données. Ça va constituer le nouveau texte de référence en matière de protection des données à caractère personnel. Ça concerne qui? Tous les citoyens européens. Hein, donc vous êtes concernés en tant que citoyens. Et donc l'idée, c'est de renforcer et d'unifier la protection des données personnelles à un niveau européen. Qui est concerné? Toutes les entreprises européennes qui manipulent de la donnée personnelle, ainsi que les entreprises internationales, du moment qu'elles travaillent avec des données personnelles de citoyens européens. Qui pensent ne pas être concernés? Bon, c'est bien. Oui, parce que, vous savez, le moindre formulaire pour récupérer des informations, pour générer une newsletter, du moment que vous récupérez un mail, vous êtes dedans. En effet, ça va concerner énormément d'entreprises dans le monde, et plus qu'en Europe. C'est pour quand? Quand je disais qu'on est large, hein, c'est que c'est pour le 25 mai prochain, donc tout va bien. En gros, à partir du 25 mai, toutes les données à caractère personnel que vous allez collecter, vous devrez le faire en conformité avec ce règlement. D'accord? Pour les données que vous auriez collectées avant le 25 mai, vous avez un délai supplémentaire de 2 ans pour pouvoir vous mettre en conformité sur ces données. Donc, gavez-vous actuellement, là, hein, tant que vous pouvez. Vous aurez encore 2 ans de plus pour vous mettre en conformité. Mais là, à partir du 25 mai, toutes les nouvelles données à caractère personnel que vous collecterez, vous devrez être en mesure de montrer que vous êtes en conformité avec le règlement. Là où ça commence à piquer, c'est que les amendes en cas de non-respect du règlement ont vraiment été augmentées par rapport à ce qui était en place dans les différents États. Ça peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial. C'est-à-dire que essayez pas de faire un montage en disant c'est bon, nous, notre entreprise, là, elle ne génère pas, donc 4%, ça ne fera rien en amende. Non, non, il remonte sur toutes les filiales et il remonte à la maison mère. C'est 4% du chiffre d'affaires mondial, plafonné à 20 millions d'euros. Ça commence à coûter un peu cher. D'après Gartner, 50% des entreprises européennes ne seront pas prêtes à la fin de l'année prochaine. Donc, c'est-à-dire même, on ne parle pas du 25 mai, on parle de la fin de l'année. Je pense que pour le coup, ils sont peut-être même encore optimistes, à mon avis. À la preuve, on l'a vu, vous êtes très peu à avoir commencé à travailler sur le sujet.
Qu'est-ce qui est concerné? Toute information relative à une personne physique, d'accord, qui permet donc de l'identifier directement ou indirectement. Donc en gros, si on recoupe des informations et que ça permet d'identifier une personne, ça rentre dans le cadre de la GDPR. Voilà, je m'appelle Guillaume, j'ai quasi 40 ans, j'habite dans un petit village. Mais juste avec ces 3 informations-là, il y a très forte chance qu'on puisse réussir à m'identifier parce qu'on est assez peu d'habitants dans mon village et que juste avec le nom du village, mon âge, mon prénom, on peut savoir que c'est moi. Ben là, on rentre dans des données qui sont concernées. D'accord? Donc, évidemment, je vous passe les adresses e-mail, les numéros de téléphone, les adresses IP. Voilà. Donc, c'est assez large. Le scope, il est vraiment très large. Et si ce n'est pas directement, comme peut l'être un numéro d'identité ou un numéro de sécu, ça peut être indirectement, comme je vous l'ai expliqué, au travers de recoupements. Qu'est-ce que ça va changer dans l'entreprise? On va avoir une transformation qui va être nécessaire. J'imagine qu'actuellement, pour la plupart d'entre vous, vous avez un système d'information qui est assez hétérogène avec des technos, des bases de données différentes. Voilà, il va falloir être capable de mettre en conformité l'ensemble de ces choses. Bon courage à ceux qui ont encore des trucs qui tournent en COBOL, dont la doc n'est plus forcément à jour. Il va y avoir des nouvelles notions à prendre en compte. Privacy by design, le consentement, l'anonymisation, droit à l'oubli, portabilité de la donnée. Des nouveaux processus à mettre en place, des choses où vous allez réglementairement être obligé de produire, hein, un registre des traitements, on en parlera un petit peu tout à l'heure, une analyse d'impact, donc avec la description systématique des opérations qui sont faites sur les données, des aspects sécuritaires, lorsque une faille sera découverte dans votre système, vous aurez 72 heures pour prévenir la CNIL et les personnes potentiellement concernées. Comme Uber. Ouais, ben là, légalement, c'est à partir du moment où vous détectez la faille, hein, tant que vous ne l'avez pas détectée, évidemment. Et ça va s'accompagner avec la création d'un nouveau poste, qui est celui de Data Protection Officer. Cette personne va être en charge d'orchestrer toutes les actions et d'être le point d'entrée, notamment avec les CNIL, pour montrer que le travail est bien fait pour préserver la donnée de vos utilisateurs. Donc les problématiques qu'il y a, ben, c'est juste que c'est dans à peu près 6 mois. Hein. Voilà. Donc partout où vous avez de la donnée personnelle, ben, il va falloir commencer à travailler dessus pour pouvoir vous mettre en conformité avec le règlement. Donc là, moins d'1 an, ouais, c'est vraiment moins d'1 an. Il va falloir avoir une gestion beaucoup plus fine de vos droits d'accès sur la donnée. Vous allez devoir être en mesure de dire qui a accédé à quelle donnée, qui l'a modifiée. Voilà. Donc, c'est de la donnée personnelle, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut avec. Ça va s'accompagner avec une partie d'audit. Donc voilà, qui a quelle donnée, à quel moment, quand est-ce qu'elle a été modifiée, par qui, pour produire à la fin ce qu'on va appeler, ce qui s'appelle un registre des traitements. Et donc là, en fait, ça va être l'enregistrement de l'ensemble des actions qui ont été réalisées sur des données personnelles. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose, lorsque la CNIL viendra faire un audit et viendra vous demander, vous devrez fournir ce document. Alors, il n'y a rien de formalisé, hein. Vous avez le droit de sortir des liasses de papier comme ça si vous voulez, avec tout noté à la main. Hein. Mais bon, ça risque d'être un peu fastidieux, mais vous pouvez. Un historique éventuellement qui a modifié... Enregistrement de tous les traitements effectués sur les données. Ouais. Ouais, dans le texte, c'est ça, ouais. Ok, les autres problématiques qu'il va falloir adresser, c'est que maintenant, pour exploiter de la donnée des utilisateurs européens, il va falloir avoir un consentement. Ok, vous vous rappelez tous là la petite pop-up qui dit attention, notre site il utilise des cookies.
OK ou c'est quoi un cookie? Bon, bah là, en fait, vous allez pouvoir donner, vous allez être obligé de donner la possibilité aux utilisateurs de refuser de partager les données. Donc voilà, vous allez être dans l'obligation de lui expliquer ce que vous allez faire avec la donnée que vous collectez. C'est-à-dire que si vous lui demandez son adresse mail, son numéro de téléphone, son adresse postale et tout, il va falloir lui dire à quelle fin vous allez utiliser ces données. Donc, voilà. Est-ce que c'est pour des actions de marketing? Est-ce que parce que vous allez lui envoyer des choses dans sa boîte aux lettres? Voilà. Vous allez devoir expliquer pourquoi vous allez utiliser la donnée. Vous allez être obligé de lui marquer combien de temps vous allez conserver la donnée pour ce traitement. D'accord? Et vous allez aussi lui donner un lien vers l'endroit où il pourra retirer son consentement. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il vous donne le consentement à un instant T qu'il n'a pas le droit de le retirer 2 heures ou 3 jours plus tard ou 6 semaines. D'accord? Donc, ouais, on est beaucoup plus loin que ce qu'on avait avant. On va se retrouver un peu plus avec des choses comme on a sur les smartphones où on vient vous dire, bah voilà les autorisations dont j'ai besoin pour faire fonctionner mon appli. On va être vraiment sur quelque chose d'un peu plus explicite. Et voilà. Donc on va avoir besoin d'un consentement éclairé des utilisateurs. Évidemment, pour pouvoir continuer à travailler avec de la donnée que vous auriez collectée, mais pour laquelle vous n'avez plus le consentement ou que le délai est passé, il va falloir mettre en place des processus d'anonymisation, de pseudonymisation, pour si vous voulez continuer à travailler avec la donnée. D'ailleurs, ça, vous allez devoir le mettre en place aussi lorsqu'un utilisateur retire son consentement. Il va falloir tout de suite aller changer ces données si vous continuez à travailler avec, anonymiser la donnée pour pouvoir la conserver. Donc soit vous supprimez la donnée, soit vous l'anonymisez pour pouvoir continuer à travailler avec. Même dans les backups? Mais c'est partout, monsieur. Eh ouais. Ah mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce règlement, il a été fait sans s'occuper des contraintes techniques que ça pose derrière. Et ils ont raison, c'est pas leur problème. La loi, enfin le règlement, c'est pas une loi. Et comme ça, les problèmes techniques, c'est le problème des techniciens. Il n'y a pas. Enfin, on parle de données personnelles, je suis citoyen, ça me paraît logique, j'ai pas à savoir si ça pose des problèmes à l'entreprise derrière d'aller anonymiser mes données dans ses backups. C'est pas. Oui, mais ça, on a dit qu'on avait 2 ans supplémentaires par rapport à la mise en application de la loi pour pouvoir traiter ces données. Donc, tu as le temps de t'en occuper. Voilà. Tu as 2 ans supplémentaires pour pouvoir travailler sur ces données. La dernière chose qu'il va falloir prendre en compte, c'est que si vous développez des nouveaux logiciels ou des nouveaux formulaires pour récupérer des informations et tout sur votre site, c'est de penser privacy by design. Privacy by design, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le respect de la vie privée doit être inclus directement dans votre conception. Et en gros, vous ne devez demander aux utilisateurs que les données qui sont strictement nécessaires au traitement que vous avez à faire derrière avec. Vous imaginez que pour toutes les boîtes qui font énormément de marketing, de la pub et tout, la GDPR, c'est pas quelque chose qui va venir de manière hyper confiante. Donc voilà. Privacy by design, ça veut dire aussi dire droit à l'oubli. Donc en gros, prévoyez déjà la manière de virer tous les enregistrements liés à une personne. Un petit point, juste pour parler de l'anonymisation et de la pseudonymisation. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux? Non? Anonymisation non réversible, pseudonymisation réversible. D'accord? Assez simple. En gros, si vous ne voulez pas qu'on puisse revenir sur la donnée, on va faire des processus d'anonymisation. Si jamais, je vais prendre un exemple, vous avez besoin de fournir un jeu de données à un prestataire pour qu'il fasse un traitement dessus, vous allez pseudonymiser la donnée. D'accord? Comme ça, quand lui va vous renvoyer son résultat, vous allez être capable de refaire le lien avec la personne. Mais lui, pour autant, il a travaillé avec un jeu de données où il ne sait pas quelle est la personne physique concernée de l'autre côté. OK? Concernant l'anonymisation, il y a énormément de techniques qui existent. On peut parler d'appauvrissement, de masquage, de suppression. Le masquage, c'est par exemple, je prends les 3 premières lettres du nom. Je prends les 10 premiers chiffres du numéro de sécurité sociale. Peut-être pas les 10, parce que ça fait peut-être la totalité, les 5. Voilà.
On va avoir donc suppression, chiffrement, vieillissement ou décalage pour des dates. On peut avoir de la génération de données aléatoires, du remplacement donc avec de la donnée fictive, du mélange des données. Vous prenez 2 enregistrements, vous mélangez les données, du calcul d'empreintes, de la variance, concaténation, obfuscation. Après, il y a des algos de L, diversité. Il y a vraiment énormément de choses. Ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'aucune de ces techniques seule vous permettra d'arriver à un résultat conforme à ce qui est attendu dans le cadre de la réglementation. D'accord ? Donc vous allez être obligé de mixer ces techniques pour pouvoir arriver à un résultat d'anonymisation qui va bien. Faut faire aussi attention, c'est qu'en fonction des types et des natures des données, vous n'allez pas utiliser les mêmes, les mêmes techniques. Hein, d'accord ? Faire du décalage sur autre chose que des dates, ça n'a pas trop d'intérêt. D'accord ? Si votre donnée, c'est une donnée qui est utilisée comme clé étrangère, par exemple, dans d'autres tables, vous n'allez peut-être pas faire de la suppression. Sinon, vous perdez le lien entre les deux. D'accord ? Donc, voilà, il y a enfin, c'est assez complexe lorsque vous adressez les pans d'anonymisation, pseudonymisation, pour réussir à avoir quelque chose de cohérent et d'efficace. Donc, en gros, à retenir, les besoins consentement éclairé, anonymisation, pseudonymisation, portabilité et accès à la donnée, privacy by design et droit à l'oubli, audit traçabilité, meilleure gestion des habilitations. C'est bon, c'est clair pour tout le monde, là, un peu sur le gros vernis sur la GDPR. Oui. Je suis un peu juste en temps, donc on va essayer d'avancer, et puis si ça ne te dérange pas, je vais me dépêcher. Donc, notre cas d'usage, donc Sagi, on est une société qui fabrique une plateforme Big Data prête à l'emploi. On travaille avec des données analytiques de nos clients, donc on pourrait dire, nous, la GDPR, ça ne nous concerne pas, ce n'est pas nos données, c'est celles des clients, c'est aux clients de faire attention à ces données. Évidemment, comme on fournit un service, et notamment une application qui permet de faire de la gouvernance des données, on a tout intérêt à leur proposer les outils qui font bien pour au moins gérer la GDPR sur leurs données analytiques. Donc, cette application permet de faire de la documentation du lac de données, de la gestion d'habilitation et notamment toute la gestion des données personnelles. Quels sont les jeux de données dans le lac qui contiennent des données personnelles, quels sont les champs qui correspondent à l'indicateur de consentement, quel est le champ qui correspond à la date d'entrée de l'enregistrement, et quels sont les champs qui sont anonymisés pour pouvoir lancer des processus d'anonymisation dessus. D'accord ? Donc voilà, donc l'idée c'est de fournir nous une application qui soit GDPR compliante pour nos clients. On a fait un état des lieux avant de commencer ce chantier. On s'est dit, bon, il y a des trucs qui n'ont pas l'air d'aller dans notre appli. Son contexte, c'est quoi ? C'est une appli qui a été réalisée pour sa base principale en 2 mois pour le salon du Big Data de l'année dernière. En gros, il fallait qu'au salon du Big Data, on ait une application qui permette de faire de la gouvernance des données. Donc forcément, on a pris des raccourcis pour être prêt pour atteindre cette deadline. On est parti sur quelque chose qui était une application crude, voilà, create, read, update, delete. On a un codebase qui est très centré sur le modèle de persistance. Voilà, on va dire qu'on est... la manière dont notre appli réagit correspond vraiment à la manière dont les données sont stockées dans notre système de persistance. Et puis on a une API qui a été développée, mais pour répondre aux besoins de l'interface qui est en face, qui n'a pas été pensée du tout pour être utilisée en tant qu'API à part entière. Donc là, on s'est dit, bon, ce qu'on rend comme service, là, c'est pas crude. C'est pas juste create, read, update, delete. On a des vrais besoins métiers derrière et peut-être que cette approche ne correspond pas trop. On s'est aperçu en regardant et en faisant un audit de notre code qu'il y avait des concepts métiers qui n'étaient pas compris, des problèmes de vocabulaire, que même nous, des fois, sur certains pans métiers, on n'avait pas la connaissance et on n'avait pas compris comment ça fonctionnait. Autre point, c'est que cette application, elle devait être collaborative au maximum, c'est-à-dire que plusieurs personnes peuvent travailler sur les mêmes
les mêmes trucs en même temps sans qu'ils se marchent dessus et tout ça. Que là, ça ne nous permettait vraiment pas de trop le faire. Et on avait plus que le pressentiment que notre API allait devenir quelque chose d'assez central et qu'elle ne devait pas juste répondre qu'aux besoins de notre interface graphique. Donc, notre point, ça a été de dire il faut qu'on sorte du data-driven, d'accord, qu'on arrête d'être piloté par notre modèle de persistance sur la manière dont on fonctionne, que notre code qui correspond au cœur métier, on devait le nettoyer parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas dedans, et qu'on devait être capable de tracer au maximum les événements qui se passaient sur l'application pour pouvoir mettre en place une première version du registre des traitements et, tant qu'à faire, avoir un truc qui nous offre en plus la possibilité de faire du travail collaboratif, donc gestion des rollbacks, de la validation et tout ça. Pour ça, on s'est... Enfin, avec Jérôme, c'est des choses qu'on regarde depuis quelques années, on va souvent à des conférences autour de ces sujets-là, on s'est dit que tout ce qui tournait autour du domaine driven design correspondait plutôt bien à ce qu'on voulait mettre en œuvre. Donc en gros, DDD, tout le monde connaît ou pas? Non. Donc DDD, c'est une approche qui permet à la fois de créer des conditions de collaboration avec les gens du métier, d'accord? Donc vraiment centré sur le métier, et de remettre ces comportements métiers au cœur de la réflexion du développement et de l'implémentation de l'application, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est ça, hein. C'est bon, tout le monde comprend l'anglais, je n'ai pas besoin de la traduire, c'est qu'on se retrouve la plupart du temps à avoir des applications en production qui correspondent à l'ignorance des développeurs plutôt qu'à l'expertise des gens du métier. C'est un problème qu'on a, hein. Beaucoup d'applications qu'on développe ne correspondent pas vraiment aux besoins des utilisateurs terrain. Premier outil que préconise le DDD, et c'est pour ça qu'on dit que DDD est principalement linguistique, ça va être d'identifier et de définir ce qui s'appelle l'ubiquitous language ou langage omniscient, d'avoir un langage commun avec les experts du métier, et que dans notre code, notamment notre code cœur métier, on ne devrait pas avoir autre chose que du langage qui correspond à ce qu'on a identifié ensemble. Okay? Dès que vous voyez factory dans votre corps métier, il y a un problème. On est déjà parti, on n'est plus dans le langage commun. DDD a un autre aspect, c'est qu'il veut adresser ce problème-là. C'est un biais qu'on a, je pense tous, parce que nos études nous apprennent à travailler peut-être un peu comme ça. C'est qu'on a tendance à définir un modèle qui permet d'adresser tous les pans. Et nous, notre appli, c'était clairement le cas. On avait, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un objet qui s'appelle dataset, donc un jeu de données, qui correspond à des informations qui sont stockées dans un lac de données big data. Et on s'est aperçu que dans certains cas, ce dataset, ça représentait soit des fichiers, soit des directories, subdirectories, des tables dans un truc qui s'appelle Hive. Enfin voilà, ça correspondait à plein de choses à la fois. Ça a essayé de répondre à tous ces problèmes-là, du coup ça faisait tout mais pas forcément très bien, ou dès qu'on voulait l'utiliser un peu autrement, ça devenait hyper compliqué parce qu'on se trimballait plein de choses qui ne nous servaient à rien. Donc pour ça, je vais vous faire un petit exemple rapide de la réponse de DDD. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, une planisphère, une carte du monde, ouais. Il n'y a pas de piège, hein. Okay. Qu'est-ce que c'est que ça? Une carte du monde. Qu'est-ce que c'est que ça? Une carte du monde. Qu'est-ce que c'est que ça? Une carte du monde. Et ça, c'est une carte des chapeaux. Non, c'est une carte du monde, en effet, c'est relatif au chapeau, et voilà. Pour vous, quelle est la bonne carte? Aucune. Et voilà, et en fait, ça dépend du contexte. C'est-à-dire que si vous vous intéressez à des aspects purement géographiques, de relief et tout ça, cette carte va vraiment répondre à ça. Par contre, si vous vous intéressez à la population,
celle purement géographique avec les reliefs ne va pas vous apporter grand-chose, quoi. D'accord? Donc c'est là où DDD vient avec un pattern qui s'appelle les bounding context. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une réalité qui est celle-ci, mais qu'en fonction de comment on se place et quel est notre contexte, on va avoir une représentation différente. Et c'est pas parce qu'on le regarde par là que ça c'est faux, c'est vrai. Dans ce contexte de vision, c'est vrai. Dans ce contexte de vision, ça c'est vrai. La réalité est juste plus complexe que ce dont on a besoin en fonction de nos contextes. D'accord? Ça va pas plus loin que ça. Donc là, ça c'est l'outil qui va nous permettre de virer notre modèle unique. Là. On a enfin trouvé la solution avec les bounding context. Donc, maintenant que j'ai fait un peu une intro sur les points importants là, autour de DDD, comment est-ce qu'on a tendance à designer nos applications? Généralement, on stack plusieurs couches, une interface graphique, une API, des services, de l'accès aux données, une base. Dans le meilleur des cas, on arrive à garder la cohérence métier juste là. Généralement, on en a un peu partout. Quand il faut qu'on commence à aller modifier des choses, on s'aperçoit que c'est éparpillé dans tous les sens. En plus, quand on utilise ce modèle, on a ce fameux biais de se dire que c'est du crude. On fait de la création, on lit, on met à jour, on delete. Ouais, alors je dis pas que crude, c'est pas bien. Ça répond à certaines problématiques, il n'y a pas de problème. Par contre, dès que votre métier commence à devenir un peu riche, c'est sûrement pas la bonne solution. Et là, on a Grumpy qui vient voir, qui vient vous surveiller, qui vient dire crude, vraiment. Donc, comment est-ce que DDD voit les choses? On arrête de penser en couches, on va plus penser domaine. Donc, le domaine, ça va être votre cœur de métier. Ça ne va contenir que du code qui répond à votre métier. Pas de dépendance externe vers des logiques techniques et tout. On va mettre au-dessus des couches qui vont permettre de communiquer avec l'extérieur. Et après, tout le reste, UI, API, data source, ça reste un détail. Ouais, la base de données, ça reste un détail d'implémentation. Ça n'a rien à voir avec votre cœur de métier. C'est juste une manière de stocker les informations. Ça n'a rien à voir avec ce que vous faites en vrai. Même nous, dans le monde du big data, hein, c'est pour dire, c'est la manière dont c'est stocké, en fait, a peu d'importance directement dans la partie gouvernance des données, en tout cas. Donc voilà, donc on va essayer de se recentrer un peu plus là-dessus. Donc première étape qu'on a mis en place, ça a été de travailler sur notre langage omniscient, notre ubiquitous language. Pour ça, on a utilisé un outil qui s'appelle Event Storming. On a travaillé avec les experts du métier. On s'est mis dans une salle, on a mis plein de feuilles blanches sur les murs et on a essayé d'identifier les événements qui devaient se passer dans l'application sur la gouvernance de données. Donc voilà, à partir de là, on a identifié les actions. Ces actions ont permis de remonter ce qu'on va appeler si vous voulez, des entités ou des agrégats, et des gens ou des acteurs qui permettaient de déclencher ces événements qui allaient faire modifier ces agrégats. De là, en fait, est ressorti le langage métier. Là, c'est là où on s'est aperçu que dataset, dans certains contextes, oui, c'était la même chose pour les tables et les fichiers, mais dans un autre contexte, dans le contexte de la synchronisation du lac de données, non, on avait des fichiers, on avait des tables, on avait des directories, et que c'était vraiment pas la même chose. Donc là, hop, langage commun, détection de contexte. Synchronisation, c'est un contexte particulier. J'arrête de représenter ça avec mon modèle unique. J'utilise un modèle approprié pour ça. On a réutilisé cet outil. Donc là, la première fois, on l'a fait avant de s'occuper vraiment de la GDPR. Après, on s'est dit, OK, les impacts de la GDPR, c'est quoi sur notre application? Et bien pareil, ça nous a permis d'identifier des événements, des agrégats, un langage commun lié à la GDPR, nouveau contexte, on s'est aperçu qu'on avait un contexte lié à la privacy, voilà. Et donc on a découpé comme ça. L'intérêt de ça en plus, c'est qu'on a un partage commun avec les gens du métier des fonctionnalités attendues dans l'application, quoi.
la deuxième action qu'on a pris en compte, ça a été d'utiliser un pattern qui n'est pas lié directement à DDD, mais qu'on dit DDD compliant, qui s'appelle l'architecture hexagonale, qui a pour objectif, comme je le disais, de nous aider à bien protéger notre cœur métier de l'extérieur. D'accord ? Donc le schéma, j'ai laissé, c'est celui d'origine. Voilà, il y a des choses auxquelles on ne touche pas. Voilà, ça fait partie des choses. J'aurais pu vous en mettre un plus joli, mais c'est l'original, quoi. Donc Alistair Cockburn qui a fait ça, et c'est connu aussi sous soit le nom d'architecture hexagonale, soit port and adapter. Donc on a travaillé là-dessus. Donc en gros, data gouvernance sous le capot, c'est quoi? Parce que je vais vous montrer un peu de code qui a zéro intérêt. Le code, hein, vous allez voir, il n'y a pas d'intérêt, c'est juste vous montrer comment est-ce qu'on peut nettoyer du code. Une application Spring Boot en couches, stackées les unes au-dessus des autres, contrôleur, service DAO, une persistance dans un MongoDB et des connecteurs multiples et variés sur des lacs de données HDFS. Et ce qui est génial dans le monde du big data, c'est qu'en fonction de la distribution Hadoop que vous allez utiliser derrière, eh ben, vos connecteurs, ça peut être les mêmes, mais pas dans la même version, ou alors c'en est d'autres et tout. Donc là, on commence à se dire, si je lis mon code métier avec le nombre avec la matrice de techno derrière, je suis foutu. Donc voilà. Et puis surtout, le truc qu'il y a, c'est que, ouais, mais si jamais mon lac de données, c'est pas du HDFS, mais c'est du Cassandra. Ok, donc voilà, donc on s'est dit, il faut qu'on nettoie ce code. Un POJO tout simple qui s'appelle Data Record, d'accord. Et là, on s'aperçoit qu'il est dans un package qui s'appelle Model. Donc on voit qu'on était très centré structure liée à notre base de données, avec des importations d'annotation JSON et tout, super. Si jamais je dois exporter dans un autre format que JSON, dans mon POJO, là, je viens lui rajouter encore 25 annotations. Si je fais du JPA, je mets les annotations JPA, puis je me retrouve, puis j'ai 18 annotations pour commencer. Et on voit que notre cœur de domaine, il ne doit vraiment pas être pollué avec tout ça. Donc l'idée, c'est de supprimer toutes ces choses-là. Comment est-ce qu'on fait? Déjà, nous, on a bougé ça dans un truc qui s'appelle domaine, data access, parce qu'on est dans le cadre de l'accès à la donnée. C'est notre booting contexte d'accès à la donnée. Et là, ça correspond aux requêtes que les utilisateurs peuvent faire sur des datasets. Et du coup, on a viré nos annotations. Donc, on voit que tout ça, c'est dans un bounding context qui s'appelle Data Access, dans lequel on a tout ce qui est lié à la recherche, tout ce qui est lié aux statistiques, tout ce qui est lié aux actions des utilisateurs sur la donnée. Ok, mais comment est-ce que je fais ma sérialisation, désérialisation, maintenant que j'ai viré mon annotation? Eh bien, en fait, généralement, soit vous utilisez des frameworks, soit... il y a d'autres endroits pour mettre tout ça. Nous, on utilise... Voilà, je vous ai dit que c'était du Spring Boot. Dans Spring Boot, on a WebMVC configure adapteur, qui va nous permettre d'aller configurer des sérialiseurs JSON. Et je vais juste créer un petit module, voilà. Je vais, au moment du démarrage de l'application, je vais lui dire, dès que tu as un data record, tu utilises mon sérialiseur que j'avais mis en tant qu'annotation avant. Je l'enregistre et c'est fini. En fait, on aurait dû le faire dès le départ ici. C'est sa place. Cette classe sert à ça. On va aussi le faire sur les services. C'est super important. Donc sur les services, par exemple, là, on voit qu'on a un truc qui s'appelle service. Donc en gros, j'ai tous mes services au même endroit. Ça n'a rien à voir, pas lié avec le contexte dans lequel je suis, tout ça. J'ai des Impala, DAO, Sagibot. Enfin, je vois, j'ai des trucs hyper techniques qui sont injectés. J'ai de la notation qui est liée à mon framework. Tout ça, ça n'a pas lieu d'être. Comment est-ce que je vais fonctionner? Je vais juste mettre une couche d'abstraction supplémentaire, ce qu'on va appeler un port, d'accord, qui va être data query ici. Je vais bouger mon service au même endroit que mon domaine. Et c'est ce data query que je vais utiliser, donc cette couche d'abstraction que je vais utiliser pour faire les appels sous-jacents, sans en fait présupposer de la techno qu'il peut y avoir. Et là, donc j'ai cette fameuse interface, hein, d'accord, qui se trouve elle aussi au même endroit que les autres, qui définit toutes les actions que je peux faire en fait dans mon domaine, dans ce contexte-là. Et après, je vais implémenter un repository qui, lui,
donc lui va s'occuper d'implémenter et de répondre à tout ce que propose Data Query. Et lui, je vais pouvoir, parce qu'il se trouve dans une partie infra-adapteur, donc il est sorti, d'accord, c'est l'adapteur de mon port, et je vais pouvoir lui injecter mes repositories, remettre tous les DAO dont il avait besoin et tout. Là, mon service, il fait la même chose qu'avant, sauf que toute la partie technique, elle a été mise ailleurs. Et vous voyez, ça ne demande pas un effort surhumain, quoi. C'est vraiment des choses assez simples en vrai. Bon. Les autres techniques qu'on a utilisées, il va falloir que j'accélère un peu, c'est Command Query Responsibility Segregation, CQRS. Vous connaissez ou pas? En gros, qu'est-ce que ça dit? Là où j'ai un service qui me permet de tout faire, je vais avoir un service pour les queries, un service pour les commandes. Donc en gros, les queries, tout ce qui va être en lecture, les commandes, tout ce qui va être en mode écriture. Ça ne va pas plus loin que ça. Notre première action pour passer en CQRS, ça a été, j'avais un leg service, il est passé en leg command service plus leg query service. Voilà, j'ai séparé tout ce qui était requête de tout ce qui était action liée à la persistance. Donc en gros, là où j'avais mon modèle unique, je vais pouvoir me retrouver à avoir un modèle pour la lecture et un modèle pour l'écriture, puisque je ne vais pas passer par les mêmes services. D'accord ? Si je pousse un peu plus loin, je peux même me dire que j'ai ma master data avec beaucoup de consistance attendue pour le mode écriture, et puis une autre source de persistance pour tout ce qui va être lecture, avec de la donnée qui est déjà préparée dans un format plus adapté, qui va être indexé plus facilement. Voilà, on va dire que je peux rebalancer ça dans un Elasticsearch, par exemple, alors qu'en fait, je ne veux pas du tout le stocker sous ce format-là en mode lecture. Et puis, du coup, c'est vachement scalable, tout ce qui est lecture, parce que je peux facilement le répliquer, avoir différentes sources de lecture avec des modèles différents en fonction des problématiques que je vais adresser. Donc voilà, nous on a dit, ok, on va passer sur ce mode-là. Attention, ça vient toujours avec des coûts. Hein. Là, vous allez avoir des problèmes de réplication. Enfin voilà, c'est pas une silver bullet ou quoi que ce soit. Mais on sépare les deux. Et vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez toujours conserver dans CQRS juste la séparation command query et stocker et utiliser qu'une seule source de données derrière. Hein. L'autre pattern qu'on a utilisé, c'est l'event sourcing. C'est là où ça commence à devenir vraiment intéressant dans le cadre de la GDPR et notamment du registre de traitement. En gros, on va arrêter de persister un état, on va plus s'occuper de persister l'ensemble des événements qui ont été liés. On va être sur une source de données qui va être immuable, on ne fait que de l'append, on ne fait que ajouter des informations. Et pour connaître l'état d'un de mes objets, on appelle ça des agrégats, je vais récupérer la liste des événements et je vais arriver à l'état final. Comment ça marche? Mode classique, persistance par état. Je fais un pot-au-feu cette saison, je vais m'occuper de celui-ci. Donc on voit que je gère des carottes, des choux, que j'ai un état, donc en préparation. Si je veux ajouter une carotte au pot-au-feu 42, je vais aller modifier en base la colonne qui s'occupe du nombre de carottes. Si je rajoute 2 choux, je vais faire pareil, je vais les modifier ici. Si je rajoute une nouvelle carotte, je vais modifier ici. Ça, vous avez l'habitude, c'est quelque chose qui vous semble classique et habituel. Okay. Si je retire une carotte, je vais revenir ici. C'est bien, mais je perds un certain nombre d'informations. Je perds l'information comme quoi j'ai ajouté une carotte, puis des choux, puis une carotte, puis après j'ai retiré une carotte. Donc je perds un peu ma recette, d'accord ? Voilà, je perds beaucoup d'éléments contextuels. Je sais quel est mon état courant, mais je ne sais pas par où je suis passé avant. En event sourcing, qu'est-ce qui va se passer? Donc j'ai cette notion d'agrégat, d'accord? On voit que je vais avoir un premier événement qui dit que j'ai lancé la préparation de mon pot-au-feu. Et quand je veux ajouter une carotte au pot-au-feu 42, je vais aller lire mon état. Je vais dire, OK, je suis en préparation de pot-au-feu. Et je vais aller ajouter un événement, carotte ajoutée, puis je vais dire que j'en ai ajouté une. Donc je peux rajouter du contexte en plus. D'accord ? Et puis on voit que je gère des versions. Si je veux ajouter mes 2 choux, je lis mon état actuel, préparation plus une carotte. Je rajoute un événement dans
dans mon event store, chou ajouté 2. Vous avez compris la mécanique. Si je veux rajouter une carotte, je relis tout, j'ajoute une carotte. Et puis si je veux en retirer une, voilà, j'ai retiré ma carotte. Ouais, je suis pas venu retirer l'événement précédent, hein. Je vous ai bien dit, c'est que de la pun. Je viens ajouter que j'ai eu un événement qui consiste à retirer une carotte. Et là, en fait, j'ai gardé toute l'information. Et je suis dans le même état que tout à l'heure. OK? Alors, c'est génial. C'est immuable. À tester, c'est top. J'ai de la version d'agrégat. Je peux débugger et reproduire. C'est-à-dire que je suis capable de me remettre dans le même état, puisque j'ai l'enchaînement des événements, un état particulier où j'ai un bug qui se produit, quoi. C'est top. Rollback, c'est super facile. Attention, rollback, ça veut dire que je rajoute un état. C'est l'équivalent d'un git revert, hein. Traçabilité gratos. Et dans le cadre de la GDPR, pour le registre des traitements, ouais, ça fait du bien. Et puis en plus, je suis capable de recomposer ça et de faire des projections à la demande. Donc, c'est-à-dire que mes données sont sous forme d'enchaînement d'états. Je peux aller renvoyer ça dans un Elasticsearch, dans n'importe quoi derrière. Je peux faire des projections comme je veux, quoi. Donc voilà, on va faire de l'event sourcing partout? Non? Non. Non, on ne va pas faire de l'event sourcing partout, parce que en fait, ça vient quand même avec une certaine complexité. Et Jérôme vous en parlerait mieux que moi, mais il n'est pas là. Ils ont eu des cas de figure dans son ancienne boîte où ils ont essayé de mettre ça un peu partout, et il y a des cas où ça ne s'applique pas. Il vaut mieux pas utiliser event sourcing. D'accord? Donc attention, c'est pas la réponse à tous les problèmes. Ça vient avec ses trade-offs, et il faut en être conscient et le mettre à l'endroit où vous en avez besoin. OK? Donc, si on résume un peu notre route pour répondre notamment à la problématique de la génération du registre des traitements pour la GDPR, on est parti d'une appli crude avec Grumpy qui nous surveillait en nous disant c'est pas ça, vers quelque chose plus autour du domaine métier. Ce domaine, quand on lui passait des informations, on lui a fait générer des événements. D'accord? Quand, par exemple, quelqu'un venait sur l'application de gouvernance et dire « Ce dataset, ce jeu de données contient des données personnelles, événement, le dataset machin, déclaré comme contenant des données personnelles. » Si le dataset, après, on dit qui gère l'anonymisation, hop, on génère un événement, le dataset machin, marqué comme étant anonymisable, avec l'information de quels sont les champs et tout ça, quoi. Et du moment que mon domaine s'est généré des événements, bah dans mes autres contextes, je peux m'abonner à ces événements et éventuellement régénérer d'autres événements. D'accord? Et donc avoir comme ça des choses un peu en cascade. Là, on est en mode event-driven. C'est le cas où on est, nous, actuellement. On n'est pas allé jusqu'à la partie finale de l'event sourcing, où on se sert de l'event store comme source de données principale. C'est-à-dire que pour l'instant, on génère des événements, on les stocke, mais on ne s'en sert pas comme source de vérité. Et en effet, l'étape finale, c'est d'utiliser l'event sourcing comme source primaire de données. Peut-être qu'on va y arriver, mais ce que je veux vous montrer, c'est qu'on peut le faire étape par étape. Et que peut-être vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout. Si là, ça correspond bien à votre besoin, c'est en mai, hein, la GDPR. Donc, baby step, quoi. Donc, si on résume, GDPR, pour le consentement, pensez à gérer un champ de consentement, ainsi qu'une date, un champ qui permet d'obtenir cette date de consentement. Là, c'est juste un minima, hein. Ce que je peux vous dire, c'est dans vos sources de données, si vous devez intervenir, gérer un champ qui vous permet de savoir que vous avez obtenu ou pas le consentement, et la date d'obtention de celui-ci. Essayez d'avoir au moins le minimum sur la vie de votre enregistrement, quand est-ce qu'il a été créé, parce que de toute façon, vous en avez besoin dans le cadre de l'anonymisation, et si possible, quelle est la date de dernière modification et qui ou quel traitement a modifié la date. Sur la partie anonymisation, proposez à minima
une anonymisation la plus stricte qu'on puisse avoir, c'est-à-dire la destruction de données. Hein. C'est vraiment l'anonymisation la plus violente, mais au moins elle est propre. Ça veut dire que vous allez perdre potentiellement de la donnée. Et puis essayer d'aller de plus en plus vers du data lineage, tracer l'accès à la donnée, qui de la consulter et tout, parce que ça, c'est des choses qu'on va pouvoir vous demander. Et idéalement, connaître les deltas de modification. Quand quelqu'un modifiait la donnée, c'était quoi son état avant, c'est quoi son état après. Là, l'event sourcing nous aide pas mal pour répondre à ça. Donc, où est-ce qu'on en est, nous on vient de mettre en place la partie anonymisation. On sait gérer le début de notre registre des traitements de manière automatique. Voilà. Il nous reste encore plein de choses autour des habilitations et de l'accès à la donnée, mais on a tout notre moteur d'event source, enfin moins d'event driven qui nous permet de, je ne veux pas dire event sourcing puisqu'on ne se sert pas comme base de données principale, mais qui nous permet de répondre à ça. Et puis, on devrait nous être prêts pour mai. Voilà. J'espère que ce sera le cas aussi pour vous et que ça vous a donné des idées sur la manière dont vous pouvez éventuellement adresser cette problématique, parce que je pense que le registre des traitements est la chose qui va être le plus attendue dans le cadre des CNIL. En gros, hein, cette réglementation, vous avez une obligation de moyens, pas de résultats. C'est-à-dire que vous devez montrer que vous faites les efforts et tout pour vous mettre en conformité. Et si vous êtes capable de générer ce registre des traitements de manière automatique, enfin, vous vous êtes retiré une grosse épine du pied déjà. D'accord ? Si jamais vous avez des questions. Oui. L'event sourcing, tel que vous le présentez, je le vois comme une réponse technique. Oui. Je ne vois pas bien comment l'implémenter au sein d'un DDD en fait. Enfin, comment vous avez fait pour faire cohabiter l'event sourcing au niveau de la conception, du design de l'application. Ouais. Donc on est passé en mode CQRS. Donc déjà nos commandes sont à côté de nos queries. Et en fait, quand on appelle l'un des deux services, ce qui va se passer, c'est qu'on va générer un événement. On va avoir un bus avec des handlers qui sont abonnés pour écouter ces événements. Et c'est ces handlers, donc nous, en gros, dans notre cœur DDD, on a juste des émetteurs d'événements. D'accord ? Et en fait, dans la partie un peu infra, on a tout ce qui permet d'écouter, et là, qui va aller enregistrer l'événement, aller enregistrer dans le format de persistance qui va bien et tout. Donc, tout simplement, là, comme on ne communique pas avec de l'extérieur, on est au sein de notre même appli, on utilise juste un bus en interne qui nous permet d'enregistrer des handlers qui vont écouter les commandes et les queries, en fait. Du coup, il va falloir reconstruire l'état d'un agrégat à partir des différents événements. Alors, c'est là où je dis que nous, on n'est pas event-driven, c'est que on stocke nos événements, d'accord, pour avoir le registre des traitements. Par contre, on continue à les persister dans notre domaine, dans notre modèle de persistance existant. Ah oui, avec un état. Voilà, avec un état. Donc, du coup, on a les deux. Donc, quand on fait, pour l'instant, quand on fait de la requête, on va travailler sur notre modèle de persistance existant. On n'avait pas tout cassé non plus. Voilà, on a commencé ça en août. Pour mai, on n'allait pas tout mettre par terre. Donc, on continue à persister sous forme d'état, mais en plus, on vient stocker les événements et on est capable de ressortir les trucs. C'est pour ça, ce que je disais, hein, essayez de le faire étape par étape. Ça ne veut pas faire le Big Bang, mais voilà. Et comme je le disais, peut-être qu'on n'ira pas jusqu'à de l'event sourcing pur, quoi. Qu'on continuera à fonctionner de cette manière-là. À voir. Les deux résultats sont complémentaires. Tu peux avoir besoin, par exemple, performance d'accéder à l'état final tout de suite. Et par contre, sur le plus long terme, sur un produit en règle, avoir tout un suite d'étapes pour d'autres besoins. On ne sait pas, en fait, on ne présuppose pas de quels seront nos besoins et comment est-ce qu'on pourra y répondre dans quelques temps. Donc, on le fait comme ça, étape par étape, et on verra bien si on bascule d'un côté ou pas, ou de l'autre, ou si on reste tel qu'on est actuellement. C'est quand même assez compliqué. Hein, nous, on est arrivé avec un modèle qui était trop long, quoi. Enfin, trop gros. Notre modèle unique, là, était un peu trop gros et ça nous pose des soucis de temps en temps. Donc, je pense qu'on va le démanteler au fur et à mesure. Mais voilà. Notre question ? C'est la dernière. La dernière ? Comment vous envisagez le droit à l'oubli dans le cadre de. Parce que les events vont avoir toutes ces
cette notion d'information complète. Ouais. Souvent, pour la partie traçabilité, c'est génial. Par contre, pour la partie droit à l'oubli, c'est un peu la catastrophe, entre guillemets, parce que sinon, vous avez tout. Enfin, même si vous rajoutez un état, ça n'empêche que vous avez les états d'avant. Le droit à l'oubli, c'est assez simple, hein. C'est, en gros, la vraie bonne réponse au droit à l'oubli, c'est la suppression de la data. Donc en fait, on va juste aller dans notre event store, on va avoir l'ID de l'agrégat et tout ce qui concerne l'agrégat machin, avec l'ID truc, c'est supprimé de notre event store et on n'a plus d'infos dessus, quoi. Normalement, on fait que de l'append, on est d'accord. Mais là, on se retrouve dans un cas de figure où réglementairement, il faut qu'on aille supprimer de la donnée. Donc, soit on vient de l'anonymiser dans notre event store, mais le mieux, ça reste de supprimer la donnée. Vraiment, pour le droit à l'oubli. Sur le droit à l'oubli, est-ce que vous avez réfléchi sur les backups? Parce que souvent, on fait des backups des données qu'on garde, surtout qu'on promet à nos clients, Ouais. des backups sur un an. Si vous demandez là de supprimer ces données, qu'est-ce qu'on fait des backups? Est-ce que la donnée, elle est dedans? Oui, non mais vraiment, hein. Il faut aller cleaner vos backups aussi. Non, faut aller cleaner juste le backup sur ces données-là, quoi. Ouais, on va répondre aux questions après à côté.